Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain atomise Lille à Lille 7-1, triplé de Kylian Mbappé, doublé de Neymar et un triplé de passes décisives pour lui, but d'Hakimi, but de Messi. Le Paris Saint-Germain s'impose, réalise une vraie démonstration de force et poursuit son début de saison parfait, canon. L'analyse tactique, technique, en images, c'est ce qu'on fait très régulièrement sur la chaîne en ce moment et c'est ce qu'on va faire aussi aujourd'hui. Hier, j'ai consacré dans la foulée, même à la mi-temps en fait du match, j'ai consacré une vidéo de quasi 8 minutes aux 8 premières secondes, dédiée aux 8 premières secondes à ce but le plus rapide ou un des plus rapides de l'histoire de la Ligue 1 inscrit par Kylian Mbappé. Je vous mettrai le lien en commentaire si ça vous intéresse. Aujourd'hui, je me disais que ce serait cool de revenir sur la performance collective dans son ensemble, mais avec un angle un petit peu différent. Moi, j'ai vu ce match, c'est un match que j'attendais beaucoup parce que ce Lille, qui était pas mal en plus sur le début de saison, ce Lille de Fonseca, qui pressait, qui montrait des choses intéressantes, dont on avait un petit peu parlé contre Auxerre, la victoire 4-1. Ce Lille, je l'attendais comme le premier vrai test de la saison du PSG. Et on a vu un Paris Saint-Germain absolument dominateur dans la zone où on connaît sa force, la qualité de combinaison dans le dernier tiers, la relation entre son trio de stars, etc. Je pense que vous allez voir beaucoup d'images autour de ça. Si vous n'avez pas vu les buts, n'hésitez pas à aller regarder un résumé. C'est vraiment assez spectaculaire et très divertissant. Mais comme tout ça, c'est, je pense, l'angle premier, ce dont on va beaucoup entendre parler dans les prochains jours, je me disais que dans le cadre de cette vidéo, ce serait pas mal de parler de cette rencontre et de montrer ce que le PSG a fait, a très bien fait. Aussi les axes de progression, parce qu'il y en a, et c'est peut-être ça qui est le plus terrifiant, c'est que moi je trouve vraiment que cette équipe a encore un ou deux crans, une ou deux vitesses supplémentaires à activer, vous allez le voir. Mais voilà, pour moi l'idée c'était de revenir sur à peu près tout sauf les buts. Et sauf les actions qu'on va le plus voir. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre. Et ce pari-là est assez extraordinaire. Donc, les séquences que j'ai choisies pour illustrer ce Paris Saint-Germain New Look, bon, déjà, ça, c'est la relation retrouvée, l'entente retrouvée. Finalement, il y a eu très peu de doutes sur la qualité de leur entente. Mais les séquences techniques que j'ai choisi de mettre en lumière, c'est d'abord sur la phase de pression impulsée par Lionel Messi. C'est quelque chose qu'on a vu à plusieurs reprises au fur et à mesure du match. C'est un Léo Messi qui se fait déclencheur de la pression. C'est assez rare pour le souligner, mais ça a plutôt bien marché. On le voit ici sur une passe négative, je pense c'est Angel Gomez pour Alexandro. Hop, il déclenche sa course de pression. Il est le seul à le faire, mais il va... Alors en plus, le LOSC est mentalement dans un état d'esprit un petit peu compliqué en ayant encaissé le premier but au bout d'une minute, au bout de 8 secondes de jeu. Le LOSC est dans un état d'esprit qui pas beaucoup de confiance et te pousse à jouer un petit peu négativement vers l'arrière. Cette course de pression de Lionel Messi pousse Alexandro à jouer négativement vers son gardien et ça permet à l'ensemble du bloc de remonter, ce qu'on voit bien. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on voit André qui demande le ballon. Bon, je ne sais pas s'il aurait pu véritablement être servi sur cette passe, mais on voit la frustration du milieu lillois par rapport au fait d'être obligé de reculer. 15 secondes plus tard, ça c'est au bout d'une 31, 15 secondes plus tard, exactement la même chose. Sur une passe négative, à nouveau à destination d'Alexandro, on voit Lionel Messi qui prend l'impulsion sur son pied droit et qui déclenche à nouveau une course de pression, pas quelque chose qu'on est habitué à voir. Derrière, Alexandro, alors que André, exactement la même séquence, 15 secondes plus tard, André demande encore de jouer le ballon dans les pieds, de trouver une passe progressive, d'avoir un petit peu plus de courage en possession. Alexandro joue à nouveau derrière. Et le bloc parisien peut remonter, occuper la moitié de terrain lilloise. Et on a vu plusieurs ballons qui ont été gagnés grâce à ces phases de pression. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce registre, c'est qu'une fois la contre-pression battue, ou si la première passe lilloise aboutissait, ce bloc haut, il était matérialisé et il était efficace, rendu efficace notamment par les montées de Marquinhos. On voit ici, je pense que ça c'est assez intéressant en tant que troisième défenseur central qui est habitué à évoluer dans cette zone du milieu de terrain. On l'avait beaucoup vu là sous Tuchel, même un peu sous Pochettino. Bon, il n'est pas mal à l'aise dans cette zone, mais c'est aussi permis par le fait qu'il y a deux gars derrière lui, Kimpembe et Sergio Ramos, qui peuvent assurer un petit peu la profondeur. En tout cas, ça fait que lui monte très haut, tente de couper l'offensive directe, de bloquer, en tout cas de freiner significativement la transition offensive lilloise, et je l'ai bien aimé dans ce registre. En l'occurrence, il fait faute, même si ça se discute peut-être, petite faute, mais quoi qu'il en soit, une intervention précieuse qui permet à Paris de ne pas subir cette transition offensive.
J'ai bien aimé là-dessus et je pense que c'était le symbole d'un bloc parisien qui dans l'ensemble défend bien et haut. Ça c'est vraiment voulu par Christophe Galtier. Peut-être sur la petite phase d'amélioration, ce qu'on peut voir c'est que sur la phase de relance, parfois sur la pression lilloise mettait Paris un petit peu en difficulté. Je pense surtout quand Kimpembe était trouvé et là peut-être que c'est l'axe Donnarumma-Kimpembe, peut-être les deux joueurs qui avaient le plus de difficultés balle au pied pour se sortir et pour faire quelque chose de cette phase de préparation. On voit ici qu'il y a un trou qui est véritablement comblé par personne. Marquinhos fait un appel plutôt dans cette direction. Nuno Mendes, son positionnement là est bon pour étirer au maximum et permettre peut-être de trouver un espace intérieur. Mais voilà, Lille a plutôt bien pressé aussi et c'est ça qui rendait ce match intéressant, c'est qu'en réalité, Lille n'était pas mauvais sur plusieurs de ses phases. Là, derrière, du coup, il n'y a pas grand-chose à faire. On va essayer de trouver un ballon intérieur pour Neymar qui est un petit peu plus haut. Mais voilà, Lille s'interpose bien. Je pense que c'est André ici. Et va gratter un ballon intéressant. Je pense qu'ils vont tirer au bout. Ce sera leur premier tir cadré. Du coup, qu'est-ce qui a été fait? Ça, c'est quelque chose qu'on avait analysé sur une des précédentes vidéos, peut-être le Trophée des Champions contre Nantes. C'est que le positionnement de Verratti et Vitinha est vraiment normalement asymétrique. Normalement, Vitinha est beaucoup plus haut et Verratti participe plus à la relance entre les défenseurs centraux. Parfois, ça fait même une ligne de 4 avec les 3 centraux plus Verratti. Mais là, du coup, pour solutionner peut-être le problème de la pression, j'ai bien aimé la réaction de Vitinha, son positionnement beaucoup plus bas sur plusieurs des séquences pour aider dans cette phase de préparation et ça va permettre, en l'occurrence, un petit ballon donné par Ramos dans l'intervalle là. Vitinha sur sa première touche, toujours très bon pour se mettre face au jeu avec un petit contrôle orienté. On va le voir là, hop, hop, et derrière, le Paris peut progresser et bat cette première ligne de pression. Le positionnement de Vitinha un peu plus bas que d'habitude pour solutionner ce problème. Moi, ça montre un joueur déjà très bon techniquement, mais intelligent, qui sait repérer le problème et adapter son positionnement en conséquence. Il n'a pas vraiment manqué plus haut, mais il était très précieux plus bas. Donc bien joué par rapport à ça. Et puis derrière, Paris, comme on l'a dit, peut progresser avec la qualité de Vitinha. On voit ici Mbappé, Hakimi qui a très bien pris son couloir aussi, qui a beaucoup proposé. Voilà. Une fois cette première ligne de pression battue, plus trop de problèmes pour le PSG, tellement de qualité technique pour combiner dans ces zones. Mais cette première ligne, parfois, était pas facile à battre. Ok, ici Kimpembe qui est trouvé. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce registre, c'est le positionnement de Neymar, qui, on l'a vu un petit peu plus tôt, il était peut-être un petit peu trop haut et a empêché Paris de progresser. Mais quand il s'est rapproché de la relance et notamment de Nuno Mendes, je l'ai trouvé très efficace. Nuno Mendes et Neymar, il y a une vraie complicité qui est en train de naître entre les deux. Il y a eu une passe ratée, peut-être que c'est celle-là qu'on va retenir, parce que Mendes a voulu la redonner à Neymar alors qu'il aurait dû accélérer. Mais sinon, en général, les deux combinent assez bien en une touche et ça a permis à Paris de sortir de situations qui sont pas évidentes parce que là, on voit, il y a 7 joueurs lillois qui sont dans la moitié parisienne. On voit le 4-4-2 avec cette ligne de 4, les deux ici. Pas facile forcément de se sortir de cette zone, c'est une égalité numérique là à 6 contre 6, mais grâce à la qualité technique, même pas besoin finalement d'une supériorité numérique, grâce à la qualité technique de Neymar et de Nuno Mendes pour prendre son couloir, Paris peut s'en sortir. Ce que j'ai bien aimé ici, c'est Neymar, sa qualité technique lui permet de trouver des angles de passe, on va le voir là en une touche, hop, cet angle il est assez impressionnant, hop, hop, juste en une touche du pied droit. Et bien sûr la qualité d'accélération de Nuno Mendes pour rendre cette zone exploitable, ça fait que tu peux te sortir parfois de certaines situations sans avoir de supériorité numérique. Là on va parler de Neymar, plus tard on va parler de Marco Verratti aussi dans ce registre. Et je me souviens d'une saison, je pense la saison dernière ou celle d'avant, où Paris avait été vraiment mis à mal en Ligue des Champions sur la pression adverse. Peut-être que c'était contre le Bayern, peut-être City. Peut-être même le Real, je ne me souviens plus, mais en tout cas ça avait eu du mal à progresser face à la pression. Là j'ai l'impression que Paris va être encore plus difficile à presser cette saison, même si Lille l'a plutôt bien fait par moment. Bref, Neymar pour Nuno Mendes qui peut prendre son couloir, et là à nouveau, tu viens de battre 6 gars et tu te retrouves 1, 2, 3, 4, 5, tu te retrouves en 5 contre 4. Ça, c'est la qualité que t'offre Neymar sur ses décrochages avec son jeu en une touche et les angles qu'il trouve. Alors, en l'occurrence, Paris décide plutôt de temporiser. Peut-être qu'on parlait d'une supériorité numérique, mais elle est large, elle est pas vraiment locale. Paris décide de temporiser et peut le faire à nouveau grâce à la qualité du jeu de combinaison entre Nuno Mendes et entre Neymar en une touche. Derrière, tu t'ouvres un espace dans l'axe. Neymar, je pense que quand il décroche, l'idée c'est pas seulement d'aider à progresser sur le côté, c'est aussi de retoucher pour pouvoir jouer dans l'axe, là où il y a de la densité et de la qualité technique pour les avants du PSG.
Et ouais, ça a été super bien fait aussi. Au bout de cette séquence, où Neymar est venu se proposer en tant qu'appui pour aider à la relance, et bah, il se génère une superbe occasion. Le travail de Mbappé est à souligner aussi, mais il se génère une très très grosse occasion. Et ça, c'est vraiment le joueur tout-terrain qu'il est, en tout cas avec ballon. Ça se voit dans ses décrochages et ensuite dans sa projection. Il se passe peut-être une quinzaine de secondes, à peu près ça, une quinzaine de secondes entre son décrochage et le moment où il se retrouve dans la surface de réparation avec une occasion à très très forte chance ou probabilité de conversion. Même si là, ça va passer un petit peu à côté. Ouais, Neymar dans ce registre, vraiment pas mal aussi. Et quand il est fit physiquement, quand il peut faire ses allers-retours et se proposer sur toutes les zones du terrain, c'est quand même quelque chose à voir. Peut-être un petit point que je voulais souligner parce qu'on parle des choses qu'on a un petit peu moins vues, c'est Marquinhos. Je l'ai trouvé très solide, très cohérent dans tout ce qu'il a proposé, offensivement aussi d'ailleurs. Il était à la réception des coups de pied arrêtés où Paris a été assez dangereux, mais défensivement pour couvrir en l'occurrence Jonathan David et cette intervention peut-être que vous en souvenez hyper acrobatique. Ouais, Marquinhos, vrai patron de défense. Je pense que cette défense à 3, cette charnière à 3, elle a prouvé à nouveau sa qualité. Si les 3 réussissent à rester fit et à pas avoir de blessure, franchement, Paris tient quelque chose là-dessus. En plus que ça te permet, sur l'exploitation des côtés avec tes 2 pistons, Marquinhos là-dedans joue un vrai rôle. Un autre truc que je voulais souligner, c'est sur les axes de progression du Paris Saint-Germain. Peut-être par rapport à la pression, attention à ne pas être trop facile ou trop dans l'anticipation. Ici, voilà, on va dire des choses positives du trio sur leurs efforts défensifs. Il y en a eu, mais après, il y a quand même un petit peu de facilité ou de naïveté. Bon, Messi anticipe beaucoup là sur la passe de Fonté pour Angel Gomez. Messi anticipe, veut aller couvrir cette liaison-là. C'est vrai que s'il l'intercepte, bon, c'est tout de suite une énorme occasion, avec Mbappé et Neymar qui peuvent l'épauler, ça fait quasiment un 3 contre 2, Angel Gomez battu, mais il l'anticipe tellement qu'Angel Gomez a aucun mal à simplement lui comprendre où Messi est, et Angel Gomez d'un contrôle orienté, finalement bat les 2 premiers joueurs de pression, et Lille derrière a une séquence intéressante à négocier. Et ça, attention, parce que contre Lille, à la rigueur, ça passe. Peut-être qu'il n'y a pas la qualité nécessaire pour aller exploiter ça et en faire une situation très dangereuse. Attention en Ligue des Champions à pas trop mordre dans le piège, à pas trop rêver de la situation parfaite où tu interceptes un ballon en retrait, parce que sinon il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont pouvoir progresser un petit peu trop facilement contre ce pari-là. On voit derrière, les 2 sont battus et ça fait une situation, le terrain s'ouvre pour Angel Gomez face au jeu. Attention à ça. Ouais, en plus derrière il trouve le petit renversement pour Bamba, il me semble, qui est un petit peu trop long. Ça va directement en touche parce qu'il n'y a peut-être pas la qualité parfaite pour exploiter cette situation, mais comme j'ai dit, c'est un petit avertissement. Moi, ce que j'aime bien, et je crois que je l'ai mis en lumière sur cette séquence, c'est qu'avec Verratti, tu as une équipe qui est vraiment pas facile à presser aussi. Il y a la qualité technique collective pour se sortir de ces situations. Côté PSG, on l'a bien vu, mais il y a aussi simplement ce que t'apporte Verratti, et lui aussi, sans blessure, ça ferait une saison, ça peut avoir un rôle très important pour ce pari-là. On le voit ici, faire la petite toupie comme il en a l'habitude autour du gars qui vient le harceler et trouver ensuite une passe lumineuse. Je pense que c'est à destination de Messi ici, qui peut se retrouver face au jeu et aller attaquer le dernier tiers ou la moitié de terrain lilloise. Voilà, Verratti dans ce registre, toujours très dangereux. Attention à nouveau, on disait sur la pression, là en l'occurrence sur la contre-pression, c'est un ballon qui vient d'être perdu par le PSG. Petite course de contre-pression de Messi, de Mbappé, de Neymar qui va revenir un petit peu. Bon, le problème c'est quand tu te fais battre sur un double contact assez simple, bah, tu te retrouves à nouveau dans une situation de 7+3. C'est quelque chose sur lequel Paris a progressé, quelque chose sur laquelle Paris a progressé, mais hop, là ça fait un petit peu mal aussi, et on a vu ces séquences-là à plusieurs reprises. Voilà. Derrière, tu te retrouves avec cette situation de 7+3, les 7 ici plus Donnarumma, et les 3 qui sont battus, ça peut être dangereux. Ok. Là c'est une séquence à nouveau pour montrer la qualité de relance du PSG. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que on a parlé tout à l'heure de Neymar, de son rôle dans les décrochages, comment il pouvait aider sur la phase de préparation. Ce qui est cool avec Paris, c'est que tu peux aussi négocier ces phases de pression adverse sans l'apport de tes joueurs offensifs. Et donc derrière, te retrouver avec tes joueurs offensifs dans la zone où ils comptent et où ils font le plus de différence. Parce que tu as tellement de qualité avec Verratti et Vitinha. On va bien le voir là. Verratti qui est trouvé par Sergio Ramos.
qui peut temporiser, qui peut attendre, qui peut fixer quelque part son défenseur, et ensuite la petite pausa, et trouver le gars libre. Derrière, ça enchaîne, la remise d'Hakimi pour Verratti. Verratti qui trouve Vitinha, là on voit toute l'importance de leur positionnement asymétrique. Vitinha un cran plus haut que Verratti, ça te permet de trouver ces liaisons verticales, et je pense que derrière, tu auras un jeu en troisième homme, à nouveau pour Hakimi, si c'est bien ça, on va voir. Ouais, c'est ça, pour Hakimi, qui remet en une touche pour Vitinha, qui remet en une touche pour Verratti, et Verratti, hop, qui est trouvé là, qui va pouvoir servir Hakimi en profondeur. Cette séquence, elle est magnifique. Ce jeu à 3, il est magnifique, et tu n'as même pas eu à engager ou à faire descendre tes joueurs offensifs. Bon, le problème, entre guillemets, c'est que Messi s'était proposé, peut-être qu'il a attiré un petit peu des joueurs, peut-être que ça a ouvert ces espaces-là, mais Mbappé et Neymar sont là, prêts à partir, prêts à être servis finalement, parce qu'avec Hakimi qui est lancé sur ce couloir, bon, il a déjà un temps d'avance, par exemple, Mbappé, il peut être servi par un centre autour du point de pénalty. Messi, peut-être que son positionnement n'est pas tant un problème que ça, parce que finalement, il se fait un peu oublier et il va arriver en trailer. Il est un petit peu loin là du ballon, je trouve, mais il va proposer quelque chose de différent. En l'occurrence, Hakimi négocie pas parfaitement la situation, le centre est contré, mais peut-être qu'avec le positionnement de Messi ici, tu aurais pu avoir une passe en retrait, ensuite aller ouvrir le jeu de ce côté, Messi sur son pied gauche qui rentre un petit peu intérieur. Ce positionnement un peu plus bas au départ de l'action, ça offre une autre solution au PSG, et c'est ça qui est assez cool aussi avec ce trio offensif, au-delà de leur qualité individuelle, c'est qu'ils se complètent bien dans ce qu'ils proposent. Tu peux avoir un Mbappé qui prend la profondeur, un Messi en décrochage, même quand il n'est pas servi sur l'action, il sert sur la suite dans l'attaque du dernier tiers parce qu'il propose quelque chose de différent, même si là je pense qu'il est quand même un petit peu un cran trop bas. Comme j'ai dit, attention à la pression aussi, parce que parfois il y a des petites sautes de concentration. Là, une passe assez simple de Jardim pour Angel Gomez qui va battre les trois gars, et derrière il n'y a pas trop d'efforts de replacement, on va le voir ici, simplement parce que les gars sont à la marche. Bon, voilà, tu trouves ton Angel Gomez là et beaucoup d'espace à l'exploiter derrière. J'aime bien quand même l'attitude de Neymar qui fait partie, qui est sans doute des trois celui qui propose le plus sur les courses de repli, sur l'agression. J'adore l'attitude de Neymar sur ce début de saison, et même si là il est un peu trop loin et que c'est dur, il va faire quelque chose, et on va le voir sur une des prochaines séquences. C'est vraiment utile et efficace. On s'était promis, entre guillemets, de ne pas trop parler des séquences offensives de grande classe du Paris Saint-Germain. Il y en a eu tellement, vous allez les voir de partout. Mais quand même, j'ai du mal à résister à celle-ci en particulier. Il n'y aura pas de but au bout, mais cette action, on voit tellement de choses de la qualité collective du PSG. Déjà, le placement des pistons là qui écarte le plus possible la ligne de défense lilloise, même si celle-ci privilégie le fait de rester dense, et bah du coup tu auras beaucoup de solutions sur les côtés. Et ce que j'aime beaucoup aussi côté PSG, c'est combien de joueurs sont impliqués dans l'action et sur des hauteurs de ligne différentes. Hop, 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 quasiment tout le monde est sur une hauteur de ligne différente, et ça te fait du coup tellement de triangles de jeu potentiels. Hop, 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 là-bas aussi. Il y a tellement de triangles que tu peux tellement souvent jouer en remise, en appui-remise. Les triangles sont là, et la qualité aussi pour mobiliser toutes les surfaces du pied font que tous ces triangles sont véritablement exploitables. Je m'explique, avec cet extérieur de Neymar et cette remise en talonnade de Mbappé, finalement, peu importe l'orientation du corps, tu réussis à avoir des joueurs qui sont constamment à 360 degrés et qui peuvent toujours attaquer dans la position préférentielle. Hop, là on voit Mbappé qui peut remettre en talonnade face à un Messi lancé, c'est le jeu en troisième homme, mais c'est rendu possible par le fait que tu as un extérieur suivi d'une talonnade, et derrière Messi peut aussi utiliser son pied droit, c'est ce qu'il va faire pour servir Hakimi. J'aime cette attaque en W, ou je sais pas comment on peut la caractériser, mais en dents de scie, comme ça, tac, 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 très triangle, très catalan, mais plutôt attaque rapide. Et ouais, c'était juste une magnifique séquence. Je pense que le petit problème de cette action, c'est qu'Hakimi part un poil trop vite, et finalement le ballon arrive un petit peu derrière lui, alors que s'il était parti un peu plus tard, il aurait pu l'attaquer avec plus de vitesse, se l'emmener en une touche, et derrière tu as un super centre en retrait à mettre.
Le petit problème de l'action aussi, c'est que la pelouse était un peu glissante, les crampons n'étaient pas les meilleurs des deux côtés, et Mbappé a perdu ses appuis, il tombe. Mais ouais, vraiment la séquence était pas mal. Tu vois aussi la différence de ce que propose Kylian Mbappé au second poteau en profondeur. Messi peut-être un petit peu plus en retrait, mais je crois que c'est Alexandro ici qui était bien revenu. En tout cas, belle séquence collective, bien négociée. Et c'était pas Messi, c'était Neymar ici. Messi est là. Ok. Ouais, ça c'était juste pour montrer à quel point avec cette qualité technique, le fait de pouvoir utiliser toutes les surfaces du pied, la projection en ombre et les triangles, tu réussis à passer en 4 secondes. Là c'est 22-41. 4 secondes plus tard, 22-45, tu as 4 joueurs dans la surface de réparation et un cinquième ici Messi à l'orée de la surface de réparation. Cette capacité à progresser vite sur attaque rapide avec ces triangles de passe, c'était vraiment très très beau à voir. Et ça parle sur ce que Paris a de mieux dans son effectif, c'est la qualité de ses joueurs offensifs. Ok, on a beaucoup dit chanter les louanges de ce PSG dans le dernier tiers. Un truc que j'aimerais voir un petit peu mieux maintenant, un des axes de progression du PSG, c'est sur la relance, notamment le jeu au pied de Donnarumma. Je pense qu'il y a un axe de progression là-dessus. On a commencé à l'évoquer sur cet axe Donnarumma-Kimpembe qui n'est pas le plus habile forcément sur le jeu au pied, aussi parce que la concurrence est assez élevée. Mais ici, je pense qu'il y a la place pour mettre soit un ballon pour Ramos qui le demande ici, et après Ramos peut peut-être jouer ici pour Marquinhos en troisième homme, ou alors tu peux peut-être même la mettre directement à Vitinha, là, parce qu'il n'y a pas de pression encore dans son dos. Bamba est plus cadre davantage Ramos que Vitinha. Avec un petit peu plus de courage et peut-être de confiance en sa qualité, peut-être de qualité tout court, je pense qu'il y a un ballon à mettre, alors que derrière, Donnarumma tergiverse un peu trop. Ou alors peut-être tu la mets sur Kimpembe, mais tu la mets tout de suite sur Kimpembe sans attendre. Finalement, le moment où il la met, on voit que Verratti, même lui, indique à la fois Ramos, Kimpembe. Je pense qu'il demande à ses joueurs de côté de s'écarter au maximum pour ouvrir du jeu à l'intérieur. Mais du coup, il met sur Kimpembe. Et voilà, même là, je pense que pour Kimpembe, tu peux jouer sur Nuno Mendes. Il y a de l'espace encore. Le gars qui harcèle le futur porteur est loin. Même Nuno Mendes pourrait jouer ensuite en triangle sur, je pense que c'est Vitinha là, ou non, c'est Verratti. Bon, il y a quelque chose à faire avec un petit peu plus de sérénité, mais Kimpembe dégage. Et là, en revanche, il te manque un gars qui peut contrôler ces ballons aériens longs dos au jeu. Neymar, c'est pas du tout son registre. Et je pense que les adversaires futurs du PSG pourront tirer des enseignements de cette séquence. C'est que si tu réussis à faire dégager long Paris, avec une triplette Messi, Neymar, Mbappé et avec un milieu Verratti, Vitinha, il n'y a personne qui a la taille nécessaire et le jeu aérien nécessaire pour être ce gars qui prend les ballons dos au jeu. Encore plus parce que Mbappé est hyper haut. À la rigueur, quand il décrochait plus à une époque, il pouvait parfois être ce gars qui jouait en déviation, pas forcément sur les ballons aériens, mais dos au jeu, il peut le faire. Mais bon, là, il est le joueur le plus haut de l'action, là ou là, et c'est un des petits problèmes pour moi de ce PSG. Bon, ça n'empêche pas que quand tu as Verratti à la baguette et quand tu peux trouver Messi qui décroche comme ça et qui peut rapidement se retourner face au jeu, voilà, quand tu te retrouves dans ces positions-là, ça peut aller très vite. Derrière, l'enchaînement est magnifique. Je pense que ça, c'est sur le deuxième but. Je voulais mettre en lumière la qualité d'attaque du dernier tiers qui fait que très rapidement, tu te retrouves en supériorité numérique. 1, 2, 3, 4, 5 devant le ballon et 4 joueurs lillois derrière ou l'inverse. Nuno Mendes qui sert Messi en une touche le pied droit. On le voit bien ici, la supériorité numérique qui a été générée 1, 2, 3, 4, 5 contre une ligne de 4 Lillois qui ne sait même plus comment se positionner. Un truc dont on n'a pas beaucoup parlé peut-être, c'est la qualité du ballon de Messi là, comme ça, pied gauche dans cet intervalle, parfaitement dosé pour Nuno Mendes. Il y a une vraie complicité aussi qui est en train de naître, je trouve, entre Messi et Mendes. Mendes noue beaucoup de complicité parce que c'est un sacré joueur. Mais il a peut-être trouvé là Messi son nouveau Jordi Alba. En tout cas sur ses ballons dans l'intervalle pour son latéral gauche ou son piston gauche qui réussit à trouver une poche d'espace et qui ensuite lui remet, ça nous rappelle les plus belles heures de la connexion Messi-Jordi Alba, qui lui remet ensuite là. Ouais, c'est vraiment pas mal. Peut-être qu'on peut souligner aussi ce que propose de différents Kylian Mbappé. Là, on le voit, lui, il va proposer cet appel en profondeur, alors que Messi ralentit un peu la cadence pour être servi en retrait. À nouveau, avec ces deux gars-là, bon, ça rend l'action difficile à lire pour les défenseurs. Et on ne dit pas grand-chose de nouveau quand on dit ça, mais ça rend le PSG difficile à défendre.
Puis derrière aussi, tout en touché, pied droit. Si Messi devait nous rappeler qu'il avait cette qualité-là de finition, bon, il l'a fait avec brio. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Peut-être à nouveau sur la phase de relance lilloise. J'ai bien aimé, même si là la première ligne est battue avec cette passe de José Fonte pour Angel Gomez, un des circuits privilégiés par Lille sur cette première mi-temps. J'ai bien aimé l'agressivité de Neymar qui montre un visage très différent des saisons passées, même si ce n'était pas forcément le pire joueur de pression. Là on voit qu'il a quelque chose à prouver et il est celui qui presse quand Mbappé marche et est battu par l'action. Il est celui qui presse et il va être payé, il va être récompensé par cette phase de pression. Même si ça paraît pas grand-chose, il couvre l'espace avec le porteur. Ok, ensuite il se déporte sur le nouveau porteur, le cadre de plus en plus, Alexandro prend du temps et finalement tu te retrouves là avec un cadrage qui a permis, qui a permis à Hakimi d'avaler l'espace, d'avoir du temps pour se rapprocher du futur porteur et simplement mettre un petit peu plus de pression. Et du coup derrière tu as cette situation où je pense que c'est André, peut-être un autre joueur du LOSC, peut-être Ismaili, se retrouve en 1 contre 2, perte de balle. Derrière, Paris peut attaquer. Et au bout, c'est Neymar qui ira marquer ce but sur une passe déviée de Léo Messi, il me semble. Voilà, comment tu peux être récompensé. Si je suis Christophe Galtier aujourd'hui à l'entraînement, je lui mets cette séquence devant les yeux. Comment tu peux être récompensé de ce qui semble pas grand-chose au début, une simple course de pression pas hyper intense, du cadrage, mais de cadrage en cadrage, ça devient de la pression. Et de la pression, ça devient une récupération qui devient un but. Moi, ça m'a beaucoup parlé, ça, et je pense que peut-être à Neymar aussi, je le souhaite, parce que ce qu'il montre dans ce registre depuis le début de saison, c'est vraiment pas mal et encourageant. Donc voilà, ça finit sur cette bonne relation entre les deux. Qu'est-ce qu'on a vu? Moi, je dirais une équipe plus sérieuse qu'à l'accoutumée. Quand tu l'emportes 1-7, c'est parce que tu n'as pas cessé de relâcher la pression et ton niveau d'intensité. Je trouvais une équipe qui était plus fit, prête physiquement et moins chambreuse. Ça me plaît beaucoup, ça me parle. Et une équipe qui semble en mission, à l'image de Neymar. 7 buts, 6 passes D pour lui en 4 matchs, si on compte le trophée des champions. Tout le monde a quelque chose à prouver cette saison, j'ai l'impression. Tout le monde a faim, veut faire mal. Je vais dire que je reste assez mesuré pour l'instant quand même, parce que les trophées importants, il n'y a aucun trophée important qui se gagne en août. Et ce PSG-là, on sait qu'il faut attendre février, mars, avril, en plus avec une Coupe du Monde hivernale. Voilà, il y a encore beaucoup d'interrogations, d'incertitudes. Mais ce qu'on voit pour l'instant est tellement positif. Tu pourrais pas rêver meilleur départ, meilleur début de saison. Si Paris évite les blessures, et je vais dire en priorité celles de Verratti et de Neymar, qui sont les plus sujets à ce genre de problème, Sergio Ramos aussi. Si Paris continue avec ce niveau de qualité mentale qu'il est en train de construire, Paris va continuer à progresser à minima. Et ça, c'est forcément hyper positif. Voilà en gros ce que je voulais dire sur cette rencontre-là. Pour finir, un petit mot avec mon partenaire BetClick, la séquence prono, parce que ce soir, ça arrive très vite. Ce soir, comme vous le voyez, c'est Manchester United-Liverpool à Old Trafford. United qui est coté à 5, Liverpool c'est 1,63 et le nul à 4,25. C'est un peu le match de tous les dangers pour United qui a perdu ses 2 premières journées de Premier League et avec la manière 2-1 contre Brighton, 0-4 à Brentford, 4 buts encaissés en première période. Bon, là, il faut se relever impérativement et t'accueilles Liverpool, pas facile. Mais Liverpool aussi, le début de saison est pas top. Il y a 2 matchs nuls, je crois que c'est contre Crystal Palace et Fulham. Fulham et Crystal Palace, peut-être dans l'autre sens, c'est ça, 2-2, 1-1. Expulsion de Darwin Núñez en plus au dernier match pour un geste d'humeur, un peu embêté par Joachim Andersen. Donc Liverpool va pas super bien non plus. C'est sûr que si on regarde les matchs de la saison passée, Liverpool a mis sur l'ensemble des 2 rencontres 9-0 cumulés à United. Mais voilà, je pense que ça va être un match assez disputé, un peu plus serré que ce qu'on imagine. Déjà parce que United ne peut vraisemblablement pas se permettre une déroute, de perdre. Enfin là, il y a une réaction qui est plus qu'obligatoire, qui est vitale quasiment, presque pour Erik ten Hag déjà. Et c'est à domicile. Liverpool se présente dans une certaine méforme, avec beaucoup d'absents aussi. Quand on regarde, ils sont sans Matip, sans Konaté, sans Thiago Alcantara et sans Diogo Jota, sans Darwin Núñez aussi qui est suspendu. Les autres, c'est pour blessure. Donc voilà, pour moi, très difficile de se prononcer. Mais le nul à 4,25, c'est toujours compliqué de parier sur ce qui serait une performance pour United en ce moment. Le nul, ce serait une performance et c'est difficile de parier sur une performance d'United. Mais voilà, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose à faire autour de ce match et nous, ce qu'on en fera, c'est un débrief, une analyse dans la foulée.
Si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre donc sur Betclic, mon partenaire. Vous avez votre premier pari remboursé jusqu'à 100 € avec le code promo WILOU. Je vous mettrai le lien en description, en commentaire. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine, ce soir donc pour l'analyse d'United et Liverpool. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite. Bisous.